Le Togo poursuit ses réformes économiques dans le cadre du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit FEC du Fonds monétaire international FMI. À l'issue de la première revue du programme de 42 mois, les résultats montrent un respect des engagements pris avec notamment la baisse continue de l'inflation et le maintien du taux d'endettement sous les normes communautaires. Le gouvernement togolais s'est fixé un objectif de réduction du déficit budgétaire à 3% d'ici 2025, conformément au cadre budgétaire à moyen terme CBMT. Cette stratégie s'appuie sur une mobilisation accrue des recettes fiscales et non fiscales et la mise en œuvre de réformes visant à améliorer la commande publique afin d'attirer davantage d'investissements. Les efforts déployés par le Togo pour assainir ses finances publiques et soutenir une croissance durable ont été salués par le FMI. Ces réformes, qui visent à renforcer la gouvernance et à améliorer le climat des affaires, ont permis au pays d'être reconnu comme l'un des plus réformateurs de la sous-région. Un nouveau décaissement de la FEC, prévu en décembre prochain, devrait soutenir les ambitions du gouvernement. Ce financement s'inscrit dans la continuité du soutien technique et financier apporté par l'institution internationale avec pour objectif d'accompagner la transformation économique du Togo tout en veillant à ce que la croissance soit inclusive et durable. Reste à voir si le Togo pourra maintenir ce rythme de réforme et atteindre ses objectifs budgétaires d'ici 2025. Les défis liés à l'environnement économique mondial et aux fluctuations des marchés pourraient également tester la résilience de la stratégie adoptée. Le gouvernement du Togo annonce le bilan officiel du drame survenu ce vendredi à Aflao Sagbado. Selon les ministres Awateo Dabalo, Kalissa Majulba et Yawa Djibori Tchegan, respectivement en charge de l'administration territoriale, de la sécurité et de l'urbanisme, l'effondrement de l'immeuble R+5 en construction et partiellement habité a occasionné 3 pertes en vie humaine, dont 2 Togolais et un expatrié. L'on dénombre également des blessés, notamment 4, dont 2 mineurs sortis des décombres suite à une opération de sauvetage des sapeurs-pompiers appuyés par le génie militaire et des unités territoriales de la police et de la gendarmerie. Les blessés sont actuellement dans des services sanitaires appropriés. Ce drame, qui a également causé d'importants dégâts matériels, interpelle les autorités à rappeler à la population togolaise la prudence en cette période de fortes précipitations et aussi le respect des réglementations en vigueur en matière de construction. Dans certains hôpitaux publics du Togo, le sang fait l'objet de trafics illicites. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme sur la pratique en mettant en garde les agents de la santé qui spéculent sur ce produit destiné à sauver des vies. Selon l'autorité, la distribution de produits sanguins est assurée par le Centre national de transfusion sanguine CNTS vers les banques de sang des formations sanitaires qui par la suite les redistribuent de manière nominative aux malades hospitalisés. Malheureusement, ces produits sont trafiqués illicitement par des agents véreux. Désormais, les éventuels agents qui s'adonnent à la pratique feront face à de lourdes sanctions. Rappelons que cette mise en garde des autorités fait suite à l'interpellation de l'ONG l'OPS Afrique du ministre de la Santé. En effet, selon l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique OPS Afrique, un centre de santé à Dacha fait payer des poches de sang à 15 000 francs CFA l'unité aux patients au lieu de 3 500 francs CFA la poche pédiatrique, ce qui constitue un montant 3 fois supérieur au prix officiel. Dans la mise en garde du ministre, il a tenu à rappeler les prix officiels des poches de sang. Ainsi, une poche de concentré de globules rouges adultes est vendue à 6 000 francs CFA, celle enfant à 3 500 francs CFA. Le gouvernement sud-africain a déclaré vendredi qu'il avait demandé à Taïwan de transférer son ambassade hors de la capitale, Pretoria, tandis que Taïwan l'a accusé de céder aux pressions de la Chine. Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, estime que Pékin a sapé la relation entre Pretoria et Taipei. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision.
Le principe d'une seule Chine permet d'établir et de développer des relations diplomatiques avec tous les pays. Il s'agit d'une norme largement reconnue dans les relations internationales. Nous apprécions la décision correcte de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taipei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. Les relations officielles entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998. L'Afrique du Sud a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan en 1997, rebaptisant le bureau de Taipei en bureau commercial. Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération a annoncé que le transfert du bureau de Taipei à Johannesburg reflètera la nature apolitique et non diplomatique des relations avec Taïwan, accordant un délai de 6 mois pour ce déménagement. En Italie, le tribunal de Rome a invalidé la décision du gouvernement de droite de détenir 12 migrants dans des centres nouvellement ouverts en Albanie, soulignant ainsi un obstacle majeur dans le projet de l'administration d'externaliser une partie du traitement des migrants dans ce pays des Balkans. Vendredi, la première ministre Giorgia Meloni a réagi. Écoutez, il est très difficile de travailler et d'essayer de donner des réponses à cette nation quand vous avez aussi l'opposition d'une partie des institutions qui devrait vous aider à répondre aux problèmes. Je pense que la décision des juges de Rome est une décision partiale. Cela est démontré par le fait que certains de ces juges ont critiqué l'accord avec l'Albanie avant même d'en examiner les bien-fondés. Je crains qu'il ne faille également souligner que cette décision des juges a été présentée hier par certains membres du Parti démocratique. Le tribunal estime que le Bangladesh et l'Égypte, pays d'origine des 12 migrants, n'étaient pas suffisamment sûrs pour justifier un rapatriement. Après cela, le problème n'est pas l'Albanie, parce qu'en substance, ce que les juges disent, c'est qu'il n'y a pas de pays sûr. J'annonce donc officiellement que le problème n'existe pas en Albanie. Le problème, c'est qu'on ne peut plus repousser les gens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la politique pour défendre ses frontières, et j'espère donc qu'ils me diront aussi comment résoudre ce problème. Il y a une semaine, l'Italie a ouvert 2 centres de détention en Albanie dans le cadre d'un accord de 5 ans pour le traitement des demandes d'asile de 3000 migrants par mois arrêtés sur les côtes italiennes. Au lendemain de l'annonce de l'assassinat de Yahya Sinwar par l'armée israélienne, le haut responsable politique du Hamas, Khalil Alaya, a confirmé la mort du chef du groupe vendredi. Les Palestiniens de Gaza ont ensuite réagi à cette annonce en déclarant qu'il était mort honorablement en martyr. Yahya Sinwar était l'un des principaux architectes de l'attaque de l'année dernière contre Israël, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. En Jordanie, des manifestants ont défilé dans le centre d'Amman après la prière du vendredi en soutien du chef du Hamas tué. Des milliers, des centaines et des dizaines de dirigeants ont été martyrisés et remplacés par d'autres. Ce peuple palestinien est vivant et ne meurt pas, quelle que soit la durée des guerres, quelle que soit l'intensité de la lutte que les pays mènent contre nous. Celui qui nous combat n'est pas seulement Israël, mais aussi l'Amérique et tout l'Occident, et même le monde arabe et islamique. Brandissant des photos de Sinwar et scandant des slogans anti-israéliens et pro-Hamas, les manifestants ont également appelé le gouvernement jordanien à soutenir la résistance palestinienne et à annuler le traité de paix avec Israël. L'armée israélienne a publié vendredi une vidéo affirmant montrer un char tirant sur un bâtiment où se trouvait Yahya Sinwar. Les Nations Unies espèrent que la mort du chef du Hamas pourra ouvrir des possibilités pour des négociations, notamment en ce qui concerne la libération des otages et l'arrêt des bombardements sur Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé son souhait de voir la situation évoluer vers un cessez-le-feu immédiat, accompagné de la libération inconditionnelle de tous les otages et d'un accès humanitaire total à Gaza. Pour M. Wennesland, nous sommes à un tournant décisif. Il est crucial de saisir cette opportunité pour faire taire les armes et libérer les otages. Il appelle toutes les parties au dialogue.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré pour sa part que l'armée israélienne poursuivrait ses opérations militaires jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Il a également affirmé que ses troupes resteraient dans la bande de Gaza pour empêcher le Hamas de se réarmer. L'un des mystères les plus tenaces de l'histoire des Nations Unies restera l'accident de l'avion Douglas DC immatriculé SEBDY en 1961, crash qui a coûté la vie au secrétaire général Dag Hammarskjöld et les 14 autres personnes à bord, en pleine négociation de paix au Congo. Une nouvelle évaluation a été annoncée cette semaine par l'ONU qui indique de nouvelles informations significatives. Le secrétaire général a transmis au président de l'Assemblée générale le rapport de la personnalité éminente, l'ancien président de la Cour suprême de Tanzanie, M. Mohamed Chande Othman, concernant l'enquête sur les conditions et les circonstances qui ont entraîné la mort tragique de Dag Hammarskjöld et des membres du groupe qui l'accompagnaient. À ce stade, la personnalité éminente estime qu'il est plausible qu'une attaque ou une menace extérieure soit à l'origine de l'accident. La personnalité éminente note que les hypothèses alternatives qui semblent rester disponibles sont que le crash résulte d'un sabotage ou d'une erreur humaine involontaire. Le secrétaire général note que la personnalité éminente considère qu'elle est presque certaine que des informations spécifiques cruciales et non divulguées existent à ce jour dans les archives des États membres. L'avion s'est écrasé peu après minuit le 18 septembre 1961 près de Ndola, en Rhodésie du Nord, actuelle Zambie. Une première enquête menée par les autorités rhodésiennes avait évoqué une erreur de pilotage, mais cette conclusion a très vite été contestée. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a transmis le dernier rapport d'Othman à l'Assemblée.